Bonjour à tous, c'est Mehdi. Aujourd'hui, dans 2 minutes chez mon psy, nous allons voir comment on peut faire face au stress, à l'anxiété, à la déprime, et tout ça avec le sourire. Alors tout d'abord, il me semble important de pouvoir préciser un petit peu le langage et nos expressions quand nous parlons de nos actions envers les émotions. La plupart du temps, on nous vend un petit peu cette idée ou des programmes pour la gestion des émotions ou pour réduire ou supprimer les émotions. Or, nous savons, toutes les études le montrent et notre expérience propre nous le montre, il est impossible de supprimer de toute vie humaine une émotion en particulier. Les événements de vie nous amèneront toujours à ressentir des émotions. Donc, plutôt que d'apprendre à les gérer, on va voir que c'est impossible littéralement de gérer les émotions, on va plutôt apprendre à faire face et à vivre et apprendre à vivre avec cette souffrance, ces émotions, plutôt que de vouloir lutter contre. Et ça sera vraiment un paradigme de départ dans la thérapie que je vais vous présenter qui s'appelle la thérapie ACT. Donc avant de vous présenter des outils de la thérapie ACT qui peut-être pourront vous aider, il me semble quand même important et honnête de vous dire que si vous êtes à un niveau de souffrance qui est évalué entre 8 et 10 sur 10 et que c'est quelque chose qui se maintient et qui dure depuis très longtemps, je vous conseillerais quand même aussi de consulter rapidement un médecin ou un psychiatre car un niveau de souffrance émotionnelle a des répercussions sur notre cerveau et très souvent, du coup, sur notre hygiène de vie et notre santé en général. Donc, c'est pas inutile et c'est pas idiot aussi de prendre le problème du côté du somatique et de la médecine et de, en complément aussi, tout est complémentaire, de proposer un outil de psychothérapie. Pourquoi je conseille la consultation d'un médecin ou d'un psychiatre en cas de souffrance très aiguë? Eh bien, c'est parce que très souvent, il y a des patients opposés à l'idée d'une médication ou d'un psychiatre parce que pour eux, ça veut dire être fou ou ça veut dire que le médecin va me shooter de médicaments. C'est un peu la vision avec des a priori qu'on peut avoir de la médecine et de la psychiatrie, mais ça c'est une vision très très ancienne de la psychiatrie et je vous recommande de consulter quelqu'un de compétent dont vous avez entendu parler, qui pourra vous inspirer confiance. Pourquoi ça me semble important? Tout d'abord, si vous aviez une douleur somatique, une douleur physique qui serait aussi forte et puissante et qui durerait aussi longtemps, je ne pense pas que vous seriez opposé à prendre un médicament qui peut temporairement vous aider à passer des caps pour pouvoir traiter la cause de la maladie de manière un peu plus profonde. C'est un petit peu la même chose pour ce qui concerne la douleur psychique. Prendre un médicament pour s'aider, ce n'est pas être faible, ce n'est pas être amoindri, bien au contraire, c'est une vraie preuve de courage et moi je trouve que c'est une preuve qu'on prend soin de soi et qu'on a envie d'avancer. Donc, prendre des médicaments, ça peut vous aider temporairement. Par exemple, si on prend l'exemple des troubles du sommeil qui sont très présents quand on a des troubles anxieux, du stress ou une dépression, si ça fait plusieurs semaines qu'on dort très mal, que notre sommeil est de mauvaise qualité ou qu'on dort quasiment pas, eh bien forcément ça va avoir des répercussions immédiates sur notre équilibre émotionnel et psychologique. Et donc le cercle vicieux va s'installer. Donc se faire aider avec des somnifères, bon, ponctuellement, pas tous les jours de manière intensive ou alors de manière sur une fenêtre de temps assez courte, mais ça peut aider à récupérer du sommeil, récupérer de la forme justement, pour pouvoir mieux appréhender les choses sur le plan émotionnel et psychologique. De la même manière, pour les anxiolytiques, pour les personnes qui ont des grosses crises d'angoisse, les très très grosses crises d'angoisse, elles ne vont pas forcément arriver tous les jours et plusieurs fois par jour, mais le fait de savoir qu'on a un médicament qui peut rapidement soulager la souffrance, qui va vous sédater, mais qui va rapidement soulager la souffrance, ça peut être aussi une aide non négligeable qui va vous aider à passer des caps. Et en attendant, vous pourrez comme ça vous concentrer et être beaucoup plus disponible sur la psychothérapie ou sur d'autres choses que vous voulez mettre en place. Enfin, il y a une autre molécule dont on parle souvent et qui est souvent aussi tabou, c'est les antidépresseurs. D'ailleurs, les gens pensent que les antidépresseurs, ça rend aussi dépendant, ce qui est absolument faux. Les antidépresseurs ne provoquent aucune dépendance. Et ça, c'est plutôt un traitement au long cours, parce que si vous prenez des antidépresseurs, vous verrez que ce n'est pas en un jour qu'il y a un effet, on ne ressent pas du tout d'effet.
Donc ça ne vous shoote pas au même titre que ça ne vous dope pas, mais c'est quelque chose qui agit vraiment en profondeur et petit à petit. Et l'idée des antidépresseurs, c'est que si ça fait très longtemps que vous avez des troubles anxieux, de la dépression, eh bien ça a des séquelles sur le plan du cerveau, sur le plan de la biologie du cerveau. Et petit à petit, ces séquelles, elles ont aussi des conséquences sur votre équilibre psychologique. Donc, soigner entre guillemets le cerveau avec des molécules, ça peut aussi petit à petit aider à remonter jusqu'à un certain seuil, un certain cap, où on pourra aller mieux, avoir un peu moins de souffrance et du coup pouvoir s'engager dans un travail de psychothérapie pour justement apprendre à faire face à la souffrance et apprendre à tolérer la souffrance. Mais si dès le départ je vous proposais d'apprendre à accepter la souffrance ou la douleur physique par exemple à un niveau de douleur qui est de 9 sur 10, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens seraient OK pour tenter l'aventure avec moi. Donc très important de consulter, d'avoir une approche intégrative complémentaire des soins psychiques et la psychiatrie et la médecine peuvent en faire partie bien entendu. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de voir quelques outils de la thérapie ACT qui compte 6 processus. Et avant de vous présenter ces 6 processus, on va parler donc rapidement de la thérapie ACT. Donc ACT thérapie, c'est Acceptance and Commitment Therapy, ACT, thérapie donc d'acceptation et d'engagement. Alors l'acceptation, ça concerne vraiment cette idée qu'on va apprendre à vivre avec le stress, l'anxiété ou la déprime ou la frustration. Donc c'est vraiment cette idée qu'on va apprendre à vivre avec plutôt qu'à chercher à lutter contre les symptômes. Et ça, c'est un paradigme un petit peu nouveau dans les psychothérapies, puisque la plupart du temps, quand vous allez voir un thérapeute, c'est pour une baisse des symptômes. C'est un peu le contrat que vous allez passer avec lui. Je viens vous voir parce que j'aimerais être moins anxieux, moins déprimé, moins stressé. Et depuis très longtemps, c'est un petit peu comme ça que s'établissait ce contrat, cette alliance thérapeutique. Dans la thérapie ACT, on va un peu changer de paradigme, puisque nous, on va dire aux patients, écoutez, moi je ne sais pas comment faire baisser les émotions. Toutes les études montrent que ce qu'on arrive à faire, c'est les baisser temporairement, mais que toute votre vie, vous allez avoir de la souffrance et des émotions difficiles. Bon, on va voir que suivre ce paradigme, grâce aux méta-analyses, aux études scientifiques, on voit très bien qu'il y a une baisse des symptômes. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est un protocole qui est validé sur le plan scientifique. Donc c'est quand même quelque chose qui va être intéressant, mais ce n'est pas le but qui est ciblé. Et le but, on va le voir, c'est la deuxième partie de la thérapie ACT, c'est l'engagement. Le but, c'est vraiment d'amener le patient à avoir une vie riche, remplie et pleine de sens. Et pour cela, on va l'aider à vraiment savoir ce qui est important pour lui dans la vie, qu'est-ce qui a du sens pour lui dans la vie, et on va l'accompagner à émettre de plus en plus de comportements qui vont dans ce sens, malgré la présence des symptômes. Donc vous voyez comment c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu nouveau pour vous. On ne va pas lutter ni gérer les émotions, on va plutôt apprendre à vivre avec. Donc avant de voir les 6 processus en détail, je vais simplement les nommer pour que vous ayez un peu une idée. Et pour vous faciliter aussi la tâche, j'ai un peu séparé les choses en deux. J'ai proposé 3 processus qu'on va beaucoup plus allouer à la question de l'acceptation et 3 processus qui seront plutôt consacrés donc à la partie engagement. Dans la partie acceptation, donc on va voir l'acceptation justement, la diffusion et le soi comme contexte ou le soi observateur. Dans tout ce qui est engagement, on va avoir donc 3 processus, les valeurs, les actions valorisées et la pleine conscience. Alors le premier processus dont on va parler, c'est le processus d'acceptation, qui est donc quand même un pilier dans la thérapie ACT. Apprendre à accepter, ça semble beaucoup plus fonctionnel et utile à long terme, puisque si on remarque bien, la plupart du temps, imaginons quand vous êtes en colère par exemple, si vous êtes très très en colère, la plupart du temps que vous êtes frustré par exemple, la plupart du temps, le comportement qui va émerger pour soulager cette colère ou cette frustration, ça va souvent être un comportement agressif envers quelqu'un ou agressif envers nous-mêmes par exemple. On va engueuler l'autre personne ou on va s'auto-culpabiliser. Peu importe, que ce soit l'un ou l'autre, ces comportements vont soulager la souffrance, certes, à court terme, mais dans le fond, ils ne nous auront pas aidé à construire une vie riche, remplie et pleine de sens. Ce qu'on va apprendre en acceptation, c'est apprendre à tolérer la présence de l'émotion et dans l'engagement, on le verra après, aller vers ce qui est important pour nous,
construire quelque chose qui a du sens, émettre des comportements qui sont vraiment utiles à nos vies. Donc l'acceptation, on peut proposer plusieurs petits exercices que je vais vous faire assez rapidement. Et bien entendu, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, il faut essayer de trouver un thérapeute acte pour pouvoir faire des séances un peu plus longues. Mais là, je vous propose quelques petits exercices. Donc avant de commencer les exercices, je vais vous demander de réfléchir à une situation précise que l'on va prendre tout au long de cette vidéo pour pouvoir travailler dessus. Et donc une situation qui génère en vous des émotions de tristesse, de dépression, de stress ou d'anxiété, ou aussi pourquoi pas de frustration ou de colère. Donc réfléchissez bien à cette situation, essayez de bien la cerner et essayez de ne pas prendre une situation qui fait générer des émotions qui iraient au-delà de 8 ou 9 sur 10, le fameux seuil. Voilà, essayez de prendre une situation qui déclenche des émotions qui iraient au maximum autour de 7 sur 10 pour vraiment que les exercices soient le plus opérants possible. Donc je vous laisse réfléchir à la situation, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on revient juste après. Donc maintenant vous avez trouvé cette situation, je vais vous demander de passer une petite minute, vous allez voir, en fermant les yeux ou en laissant les yeux ouverts, pourquoi pas, mais en fermant les yeux c'est souvent beaucoup plus efficace, d'essayer de prendre une minute pour essayer de localiser où est-ce que cette émotion se manifeste dans votre corps. Et vraiment avec le plus de précision possible, où est-ce qu'elle se délimite, vraiment où est-ce qu'elle se localise avec le plus de précision possible. Ça peut être un ou plusieurs endroits. Vous mettez la vidéo sur pause et on revient juste après. Et vous réfléchissez vous vous concentrez sur ça pendant une minute. Déjà, je vais vous féliciter d'avoir pu passer quelques minutes là à essayer de localiser, à essayer d'être plus précis, d'être le spécialiste là de votre émotion, de comment elle se manifeste en vous. Et cette chose-là, elle est très très importante puisque la plupart du temps, quand une émotion se manifeste, on ne réfléchit pas à ce qui est en train de se passer en nous, on est immédiatement en mode automatique, c'est le pilote automatique dans notre tête là, et on passe à l'action et donc dans un comportement qui est souvent pas très utile pour nous. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris une minute déjà pour localiser où est-ce que cette émotion se passe. Et ça peut faire toute la différence parce que vous allez vous rendre compte, voilà, c'est une émotion, c'est une sensation désagréable. Maintenant, quel comportement je mets en place? Donc c'est vraiment cette idée d'avoir pu ralentir, ça va vous permettre de faire comme un temps de latence pour avoir peut-être plus de réflexion, pour agir vraiment envers des comportements qui ont du sens pour vous, qui sont utiles pour vous. On va continuer l'exercice de cette même émotion, vous allez garder cet exemple, vous allez garder cette localisation d'émotion, et j'aimerais que vous puissiez passer entre 30 secondes et 1 minute, toujours en fermant les yeux si vous le pouvez, en vraiment vous concentrant à la fois sur votre émotion et sur votre souffle, et en inspirant calmement, sans faire un exercice particulier. On met pause et on revient juste après. Donc une fois de plus, vraiment sincèrement, laissez-moi vous féliciter d'avoir pris ce petit temps pour vraiment observer ce qui se passait en vous. Et là, l'idée, c'était simplement de vous faire toucher du doigt que même si c'était désagréable, même si ce n'est pas un moment très agréable, vous pouvez cohabiter avec votre émotion. Il y a de l'espace en vous pour accueillir cette émotion. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être aussi peut-être une nouvelle expérience que vous êtes en train de faire, c'est que je ressens une émotion et je cohabite avec, et elle n'est pas en train de prendre toute la place parce que justement, elle occupe une place très précise dans le corps. Alors que la plupart du temps, dès qu'on a une émotion qui émerge, c'est comme si elle occupait tout l'espace psychique, l'espace de notre corps et même l'espace autour de nous. Et du coup, on va mettre en place 10 000 comportements pour faire réduire cette émotion. Donc là, d'avoir pris ce temps-là, peut-être que j'espère que ça a été quelque chose de nouveau pour vous, et peut-être pas agréable, c'est pas le but que ce soit forcément agréable, mais il est montré quand même dans les études que le simple fait de nommer l'émotion et de l'identifier, ça peut vraiment aider à faire réduire de 50% jusqu'à 50% l'activation de cette émotion dans notre cerveau. Donc ça peut être quand même assez utile. Ne le faites pas dans ce but, parce que je vous ai vu déjà arriver là, vous allez tenter de faire ça pour lutter contre l'émotion. Ce n'est pas le but, mais vous verrez que souvent ça peut provoquer ce léger apaisement. Enfin, un troisième petit exercice qui pour moi est vraiment fondamental
dans l'acceptation. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais je vais vous demander une fois de plus de réfléchir à cette situation, de reconvoquer cette émotion, de voir où est-ce qu'elle se manifeste dans votre corps. Et puis de fermer les yeux et de pouvoir vous dire 5 à 10 fois, je vois que c'est difficile ce que tu vis et je comprends que c'est difficile. De vous le dire à vous-même. Allez-y, mettez la vidéo sur pause et faites ça pendant 5 ou 10 fois. Donc encore une fois, avec beaucoup de sincérité, je vous félicite d'avoir fait cette démarche. C'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais l'autocompassion est vraiment pour moi un outil fondamental pour appréhender l'acceptation. On ne peut pas faire cohabiter en même temps de l'autocompassion et de la haine envers soi. On ne peut pas faire cohabiter deux émotions simultanément en même temps. Donc le fait d'aller vraiment convoquer cette autocompassion, je vois que c'est difficile pour moi, je comprends que c'est difficile pour moi. C'est vrai que ce n'est pas agréable de ressentir une émotion désagréable. Donc le fait d'avoir cette autocompassion, bien souvent, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'incarner pleinement cette acceptation. Et la compassion, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment beaucoup aider en cas de souffrance aiguë notamment. Si quelqu'un va vraiment très mal, si par exemple nous allons très très mal, le simple fait que notre ami va s'asseoir à côté de nous et compatir avec nous, malgré le fait qu'il puisse rien faire du tout, mais il est simplement là et il compatit, bien quelque part on sait qu'on n'est pas seul et on sait qu'il y a de la place pour cette émotion. On ne cherche pas à lutter contre cette émotion. Donc vraiment cette idée d'autocompassion, je vous encourage à la développer et à la faire grandir en vous pour pouvoir faire face au stress, à l'anxiété et à la déprime. Alors on va continuer maintenant avec la diffusion cognitive. Et pour cela, je vais vous demander de garder la même situation que vous avez prise tout à l'heure, qui provoquait cette émotion. Et je vais vous demander d'écrire sur un bout de papier une phrase qui représentera la pensée qui est la plus douloureuse pour vous autour de cette situation. Une pensée, donc c'est vraiment une image mentale et souvent une phrase qui va beaucoup tourner en boucle et que l'on peut rédiger du coup sur papier. Par exemple, si mon patron ou un collègue ou un supérieur au niveau du travail me harcèle ou m'ennuie, ça peut être par exemple « c'est vraiment injuste qu'il me traite comme ça alors que je fais vraiment bien mon travail ». Voilà, ça peut être un exemple de phrase que vous pouvez marquer. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour réfléchir à cette phrase, la noter et on se retrouve juste après. Bon, mais laissez-moi vous dire encore une fois bravo d'avoir pris du temps pour vraiment vous concentrer et rédiger cette phrase. Et vous allez voir à quel point ça peut être important de bien savoir cibler nos pensées, et notamment la pensée la plus douloureuse. Je vais vous demander maintenant de lire cette phrase, mais à chaque fois que vous allez lire cette phrase, avant de la lire, vous allez dire les mots suivants. Ah, tiens, j'ai remarqué que j'ai la pensée que... Et si je prends l'exemple de tout à l'heure, j'ai la pensée que c'est vraiment injuste qu'il me traite de cette manière alors que mon travail est bien fait. Ok ? Donc vraiment prenez le temps de bien découper le « Ah tiens, j'ai remarqué que j'ai la pensée » et voyez comment justement notre esprit doit se diriger sur une pensée. J'ai la pensée que et vous dites votre phrase. Faites-le 5 à 10 fois en fermant les yeux si vous êtes à l'aise avec ça. Et on se retrouve, vous mettez une pause et puis on se retrouve juste après. Ok, donc super, vous avez fait cette expérience. J'espère que le but a été atteint, c'était de vous faire défusionner, c'est-à-dire de vous décoller, de pouvoir prendre de la distance avec la pensée. Et l'idée ici, c'est pas de se dire elle est juste ou elle est fausse, elle est bien ou elle est mal cette pensée, mais simplement l'observer pour ce qu'elle est, une pensée. Ah tiens, j'ai remarqué que j'ai cette pensée. D'accord ? On n'est pas en train de dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis bidon d'avoir cette pensée ». Non, c'est juste, je remarque, je note, je prends note que j'ai remarqué que j'ai cette pensée. Et le fait de se dire ça de cette manière, ça vous permet vraiment de vous dire « Ok, j'ai cette pensée, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rumine dessus pendant des heures et des heures ? Si je peux rien y faire, bon, je peux rien y faire. Ou alors est-ce que je fais quelque chose qui a du sens pour moi et qui est important pour moi ?
Et une fois de plus, c'est comme pour l'émotion, comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'acceptation. La plupart du temps, au plus on arrive à se défusionner, on arrive à défusionner de sa pensée, au plus on va mettre notre énergie, notre temps à profit pour quelque chose qui a du sens. Et on va arrêter de tourner en boucle sur ces mêmes choses. Voilà, donc c'était le deuxième processus, la diffusion cognitive. Donc à présent, on va voir le troisième processus qui est le soi comme contexte ou soi observateur. Et vraiment une bonne manière d'appréhender le soi observateur, qu'on ne va pas faire aujourd'hui, c'est avec son thérapeute de travailler sur ce qu'on appelle la matrice ACT. Cette matrice, elle a été élaborée par Benjamin Schoendorf, qui est un des pionniers francophones de la thérapie ACT, qui m'a d'ailleurs formé et qui propose des super formations. Et vraiment, cet outil peut vraiment vous aider à avoir justement une vision un peu complète de comment vous fonctionnez et de vous comme un contexte. Aujourd'hui, moi, je vais vous proposer un exercice un peu différent, qui est une sorte de travail un peu méditatif. Et donc, je vais vous demander de vous installer confortablement sur votre chaise, de fermer les yeux ou pas, il n'y a pas d'obligation. Par contre, si vous ne fermez pas les yeux, essayez de fixer un point pour être le moins distrait possible par les choses autour de vous. Et le soi comme contexte va nous permettre un petit peu d'appréhender les émotions et les pensées dont on a parlé juste avant, je l'espère d'une autre manière. Je vais vous laisser respirer quelques secondes, prendre ces quelques secondes pour vous. Et maintenant, j'aimerais que vous puissiez imaginer que vous êtes au sol et qu'au-dessus de vous, vous voyez des nuages blancs très denses, et pourquoi pas aussi du ciel bleu. Et j'aimerais que vous puissiez imaginer que vous êtes un enfant qui découvrait pour la première fois les nuages. Ou encore que vous êtes un oiseau qui allait pour la toute première fois voir les nuages. Et je vais vous demander d'essayer d'imaginer que vous êtes en train de voler, c'est plutôt agréable, sauf si vous avez énormément le vertige. Et au fur et à mesure de votre ascension, j'aimerais que vous imaginiez que ces nuages, en fait, ce sont vos pensées et vos émotions. Quelles qu'elles soient d'ailleurs, agréables ou désagréables. Et vous allez à la rencontre, vous montez, 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 volez, et aller à la rencontre de ces nuages. Vous n'avez pas encore atteint ces nuages, mais souvenez-vous comme vous avez l'impression qu'ils sont denses, épais, ils ont l'air d'avoir une consistance, et à quel point aussi ils peuvent obscurcir votre vision des choses, votre façon de vous comporter, votre façon de voir le monde. Et maintenant, vous allez arriver dans les nuages. Et donc pour ceux qui ont eu la chance déjà de voyager en avion, c'est une expérience assez amusante de voir toute cette vapeur d'eau que l'on traverse. Et donc là, vous êtes en train de traverser vos pensées, vos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Et vous commencez à toucher du doigt le fait qu'elles soient toutes temporaires, ces pensées, ces émotions. Elles n'ont pas vraiment de consistance propre, ce sont des phénomènes impermanents, éphémères, mais qui nous semblent tellement vrais quand on les regarde d'en bas, tellement consistants. Et à présent, je vais vous demander de voler au-dessus des nuages. Et donc si vous n'avez jamais eu l'occasion de faire cela, quand on est au-dessus des nuages et qu'il fait jour, le ciel est à nouveau tout bleu. Et on voit les nuages donc qui sont en dessous de nous. Et à partir de ce moment-là, on peut voir absolument tout. Les nuages, mais aussi
du paysage quand il y a moins de nuages. Et se rendre compte que notre vie est faite de pensées, d'émotions agréables, désagréables, mais aussi de plein d'autres choses. Et que quand nous étions sous le nuage, nous avions vraiment l'impression que tout le monde était régi par ses pensées, ses émotions, et qu'elles étaient très vraies. Et quand on est au-dessus des nuages, on arrive à prendre du recul et à réfléchir à, par exemple, aux pensées et aux émotions qu'on a eues il y a 10 ans. Elles nous semblaient tellement vraies, tellement tenaces, et peut-être qu'il n'en reste absolument plus rien aujourd'hui. Eh bien vous, le point de vue avec lequel vous êtes en train de tout regarder, c'est exactement cela que l'on appelle le soi comme contexte. C'est un point de vue à partir duquel vous pouvez regarder le ciel bleu, puis les nuages, puis le paysage, puis l'ensemble de la Terre, dans une vision globale. Et je vais vous inviter, dès que vous vous en sentirez capable et prêt, de réouvrir les yeux et de vous reconnecter à l'instant présent. Bravo si vous avez pu faire cet exercice jusqu'au bout. C'est pas toujours facile, un exercice de méditation ou d'imagerie. Donc bravo à vous si vous avez pu le faire jusqu'au bout. Et on va se retrouver ensuite pour le 4e processus. Alors le 4e processus que l'on va avoir ensemble sont les valeurs. Et les valeurs dans la thérapie ACT, c'est ce qu'on appelle aussi la boussole de vie. C'est-à-dire c'est la chose qui va nous permettre de nous diriger dans la bonne direction en termes de comportements utiles à notre vie, à des comportements qui vont enrichir vraiment notre vie et lui donner du sens. La plupart du temps, la vie des personnes est fondée plutôt sur l'atteinte d'objectifs et pas sur l'incarnation des valeurs. Or, l'atteinte d'objectifs est forcément à un moment donné ou à un autre vouée à l'échec et au désespoir et à la déprime, puisque on ne peut pas atteindre tous les objectifs dans une même vie. Personne, si vous regardez autour de vous, personne n'a atteint tous les objectifs parfaitement dans tous les domaines de vie qu'il souhaiterait atteindre. Et donc, si on se focalise sur les objectifs, il y a beaucoup plus de chances pour que cela nous stresse, nous inquiète ou finisse par nous déprimer. Alors qu'une vie fondée sur les valeurs, c'est comme, on va le voir, des récompenses mentales qui sont immédiatement disponibles à chaque seconde, à chaque minute. Alors qu'un objectif, souvent, pour l'atteindre, il va nous falloir plusieurs journées, plusieurs semaines, plusieurs années. Une fois qu'il est atteint, il est atteint. Et on va chercher notre objectif pour essayer d'être heureux. Là, les valeurs, peu importe que l'objectif soit atteint ou pas, les valeurs, elles sont toujours disponibles. Donc ce sont toujours des récompenses mentales présentes qui vont nous permettre d'avancer dans la vie. Les valeurs, pour pouvoir être le plus précis possible, on va souvent les faire démarrer par le verbe être. Par exemple, être généreux, c'est une valeur si c'est quelque chose qui est très important pour vous, qui a vraiment beaucoup de sens. Et si vous avez envie d'être quelqu'un de généreux, vous pouvez décider à chaque minute de votre journée de mettre en place un petit comportement qui va incarner cette générosité. D'accord ? Alors que, je ne sais pas, donner 1000 euros à une association, ça peut être un objectif. Une fois qu'on a récolté nos 1000 euros, du coup, on va trouver un autre objectif. Mais peut-être que, par exemple, toutes les petites actions qui vont nous permettre d'arriver à cet objectif, si on les incarne pleinement avec nos valeurs, ça peut vraiment faire la différence. Et on ne va pas sentir qu'on est dans la frustration. Et peu importe l'atteinte ou non de l'objectif, finalement, on va se sentir plutôt heureux à chaque étape du processus, même si l'objectif n'est pas atteint. Alors maintenant, concernant les valeurs, pour vous aider justement à trouver les valeurs qui sont importantes pour vous, vous pouvez vous aider en fonction de ces 3 catégories. Une première catégorie de valeurs, ça pourrait être tout ce qui concerne le développement personnel ou en tout cas le fait de prendre soin de soi, donc de sa santé physique, de sa santé mentale, les loisirs, les sports, etc. par exemple. Tout ce qui va être attrait ensuite, la deuxième catégorie, à ce que j'appelle la contribution. Donc la contribution, ça va être par exemple le fait
d'écrire un livre pour aider les autres, ça peut être le fait de participer au développement d'une entreprise, c'est vraiment le fait de contribuer à quelque chose. Et enfin, le troisième type de valeurs, ça sera plutôt les valeurs qu'on va relier à la connexion avec les autres, au partage, comme par exemple être altruiste, on a parlé tout à l'heure d'être généreux, être dans le partage, tout ça ce sont des valeurs aussi qui peuvent beaucoup nous aider. Et pour vous aider à trouver précisément les valeurs peut-être qui sont importantes pour vous, vous pouvez aussi vous appuyer sur les activités qui provoquent le plus de bonheur en vous, celles dans lesquelles vous sentez qu'il y a le plus de sens, qui ont vraiment du sens pour vous, un sens profond, et essayez de dire, mais voilà, dans cette activité, ce qui est important pour moi, c'est d'être ceci ou cela, c'est d'incarner cette valeur ou cette valeur. Ça vous aidera à cibler un peu plus vos valeurs. Alors, le cinquième processus dont on va parler, ce sont les actions valorisées, qui sont directement dépendantes des valeurs que l'on vient de voir. Donc, si vous avez fait, par exemple, vos listes de valeurs, eh bien, les actions valorisées, ce sont des tout petits pas, des tout petits comportements que vous allez pouvoir mettre en œuvre et qui vont vous permettre d'incarner ces valeurs malgré le fait que vous ressentiez beaucoup de stress, d'anxiété ou de déprime. Si on prend l'exemple de tout à l'heure sur quelqu'un qui serait harcelé ou ennuyé au travail par ses supérieurs ou par des collègues par exemple, la première chose par exemple, un petit pas, ce serait pourquoi pas en parler à un thérapeute par exemple, ou pourquoi pas envoyer un mail à la DRH pour pouvoir avoir un rendez-vous et en parler. En tout cas, mettre en place une petite action valorisée qui a du sens. Donc là, la valeur, ce serait par exemple prendre soin de moi en allant voir un thérapeute par exemple. Ça pourrait être me faire respecter par exemple, en envoyant déjà ce mail pour pouvoir en discuter. En tout cas, quelque chose qui vraiment va vous permettre d'avancer dans votre situation plutôt que de ruminer la situation pendant des heures et ne pas savoir quoi faire. Et autre chose, par exemple, dans cette même situation, si cette situation provoque stress, par exemple, anxiété ou déprime, allez chercher du côté de vos autres valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie de famille, dans votre vie personnelle, et puis tentez de mettre en place des activités précisément dans ces autres domaines. Parce que, au final, à la fin d'une journée, est-ce qu'il faudra mieux avoir ruminé pendant 1, 2 ou 3 heures sur votre problème sans avoir aucune solution, ou avoir, par exemple, fait une activité avec vos enfants, avoir fait une activité bénévole ou qui aide les autres, avoir fait une activité qui a du sens pour vous, comme du sport ou une activité artistique. Donc peu importe, l'idée c'est qu'à la fin de la journée, vous auriez pu vous dire, oui j'étais stressé, oui j'étais déprimé, mais au moins j'ai fait des choses qui avaient du sens pour moi, j'ai fait en sorte que ma vie soit le plus riche, remplie et pleine de sens possible. Donc voilà un petit peu comment les actions valorisées vont pouvoir vous aider. Et il est très probable que cela crée un renforcement positif et que au fur et à mesure des journées et des semaines qui passent, vous allez augmenter le nombre de comportements utiles malgré la présence de cette souffrance. Voilà pour les actions valorisées. Et donc pour terminer, on va parler du sixième processus qui est la pleine conscience. Donc il y a beaucoup de psychothérapies qui sont fondées aussi sur les preuves et qui se centrent vraiment sur ce processus de pleine conscience. Et dans ma pratique de l'acte, moi ce que je vais vous proposer, c'est de mettre cette pleine conscience au service des valeurs et des actions valorisées en particulier. Je m'explique. Quand vous allez mettre en place une action valorisée, donc, qui est toujours en lien donc, avec une valeur, essayez de vous plonger au maximum dans l'idée de votre valeur et dans l'idée que ce que vous êtes en train de faire, ça a vraiment du sens pour vous, c'est très important pour vous. Ça va générer peut-être encore plus d'émotions positives, ça va générer encore plus de sens au moment où vous allez faire cette activité. Donc la pleine conscience, c'est vraiment être pleinement conscient de ce qu'on est en train de faire et notamment pourquoi on est en train de le faire en termes de valeur. Dans ce contexte-là, on se servira de cette idée de pleine conscience pour justement renforcer les idées des valeurs liées aux valeurs et aux actions valorisées. Mais la pleine conscience, ça peut être aussi plein d'autres choses qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Ça peut être aussi, un peu comme on a fait tout à l'heure dans le soi comme contexte, avoir pleinement conscience des émotions et des pensées qui nous traversent, mais en gardant une certaine distance avec elles. Donc voilà pour le sixième processus qui est la pleine conscience. Voilà, donc c'était quelques minutes de vidéo pour vous donner quelques outils de la thérapie ACT
pour vous aider à faire face au stress, à l'anxiété ou à la déprime. Donc j'espère que ça vous aidera déjà tout d'abord, et puis que peut-être ça vous aidera aussi à franchir le cap de voir un thérapeute, parce que bon, ce qu'on vient de faire, ça ne peut pas remplacer une psychothérapie. Et je vais laisser dans la description un site web où vous aurez les thérapeutes français référencés par région. Donc ça peut peut-être vous aider. Je vais vous souhaiter de prendre soin de vous, et je vous dis tout simplement à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.